Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission, les magazines de l'économie, dont les numéros portent cette fois-ci sur l'or. L'émission pose ainsi la problématique et la place de l'or sur l'échiquier national et sur l'échiquier géopolitique économique international. Troisième producteur d'or en Afrique avec un bon positionnement sur l'échelle mondiale, notre pays a produit en 2022 72,2 tonnes, dont 6 tonnes sont produites en orpaillage traditionnel. Au regard de ces chiffres, l'or contribue à hauteur de 25% du budget national et à hauteur de 115% du PIB. Je vous propose alors de suivre ce magazine économique. L'exploitation aurifère au Mali remonte au moins au XIVe siècle et constitue aujourd'hui l'une des principales ressources du pays, représentant en 2018 plus d'1 million d'emplois, 7% du PIB, un quart du budget de l'État et les 3/4 des exportations. Le Mali en 2019 produit 65 tonnes d'or par an. Cet avantage comparatif lui en fait le troisième producteur d'or africain derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Dans la production d'or, le Mali est en bonne position. Et au niveau africain, le Mali est troisième producteur et vient après l'Afrique du Sud et le Ghana. Donc c'est une position qui est quand même enviable. Et le Mali n'est pas dans le top 10 mondial. Voilà, je pense que seul le Ghana, dans les pays africains, est dans ce top 10 mondial. Mais déjà, être premier, être un des 3 premiers producteurs au niveau africain, est déjà un positionnement assez intéressant pour le Mali. Au XIVe siècle, une partie de la renommée et du pouvoir de Massa Moussa, empereur du Mali, de 1312 à 1332, repose sur ces immenses stocks d'or, issus essentiellement des exploitations locales. À cette époque, suivant des estimations récentes du British Museum, les stocks d'or du Mali représentent environ la moitié de l'or qui a été extrait dans le monde. Le souverain s'est fait connaître notamment en 1322, en 1324, lors de son Hajj, en se faisant accompagner par une escorte très imposante, comprenant entre autres 15 tonnes d'or pur, convoyées par 100 chameaux. Par la suite, durant des siècles, le potentiel aurifère du Mali reste inexploité. C'est une question qui est importante. C'est une question importante dans la mesure où depuis la nuit des temps, c'est un pays qui produit de l'or et nous avons d'ailleurs quelques grands récits en la matière. Donc l'or, ce n'est pas un phénomène inconnu chez nous et dans les temps modernes, et cet or a suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir dans la mesure où l'or est une des richesses les plus prisées aujourd'hui au monde. Ainsi, l'exploitation dans les régions des Cailles, où se situe l'essentiel de l'exploitation, ne profite guère aux villages environnants, car ces derniers ne perçoivent qu'environ 1 milliard de francs CFA. On estime que ce manque de retombées est le résultat d'un plan délibéré de la Banque mondiale visant à placer le Mali sous la coupe des multinationales qui profitent d'un droit minier laxiste. Il y a eu beaucoup d'attentes par rapport à la question de l'or. Donc, et le fait que les gens n'ont pas vu ce qu'ils attendaient de l'or suscite un certain nombre de questions. Voilà, donc les gens se demandent pourquoi, malgré le positionnement au niveau africain, malgré la présence des grands groupes canadiens, australiens, etc., et pourquoi l'or n'arrive pas à profiter aux Maliens. Parce que l'or ne brille pas, ça veut dire tout simplement
que les attentes des Maliens ne sont pas remplies. Voilà, donc on peut répondre à cette question en quelques points. Un premier point, c'est, je dirais, la position dominante des entreprises. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont des entreprises très puissantes, donc en termes de négociation, qui arrivent à faire plier les gouvernements. Parce que ce sont des multinationales. Et ces multinationales ont souvent, et je ne parle pas des pays africains uniquement, ont souvent une position de domination, même par rapport aux États occidentaux. Or, qui part d'or, part déjà d'une certaine puissance financière. Donc, c'est des entreprises qui ont une capacité de négociation due à leur forte aisance financière. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Bon, c'est souvent difficile à dire, nous mettent dans des positions qui sont très délicates par rapport à ces entreprises. Bon, il faut reconnaître que, comme j'ai dit, ces entreprises ont un fort ascendant, même sur les États occidentaux. L'ascendance est sur les institutions financières aussi. Or, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, ce sont ces gens. Voilà. Eux, des pays occidentaux et des institutions financières. D'ailleurs, c'est les mêmes. Donc, c'est les mêmes qui défendent les mêmes intérêts sous différentes formes. Mais l'essentiel est que ça leur profite. Donc, il y a ce problème de puissance et de capacité de négociation que nous n'avons pas. Pourquoi ça ne brille pas aussi? Il y a la question de la gouvernance de l'or chez les pays producteurs eux-mêmes. Est-ce que tout ce qui devrait ressortir de l'or, est-ce que ça va dans les bons canaux? Est-ce que ça prend le chemin du développement? Est-ce que ça prend le chemin de la satisfaction sociale? Est-ce que les populations des zones environnantes sont suffisamment protégées pour que ces populations ne subissent pas les méfaits de l'exploitation de l'or? Est-ce que la gouvernance exige qu'une partie de l'or profite à ces gens? La participation de l'État dans les exploitations minières fixée à 20% est indispensable pour toucher les dividendes. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions qui, posées, montrent que vraiment le Malien moyen ne voit pas briller l'or, comme vous dites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense très sincèrement, il faut prendre son courage à deux mains et prendre des grandes décisions. Par exemple, tout ce qui concerne l'environnement. Que l'État ait de la fermeté par rapport à ce point. Et que tous les dégâts qui peuvent être causés par l'exploitation de l'or soient empêchés ou, à défaut, réparés. Sinon, autrement, c'est des villages vides, voilà, sans vie, que nous laisserons à nos enfants. Voilà, donc il y a ça d'abord. Et puis, deuxièmement, il y a l'État qui doit s'assumer aussi en investissant. Parce que pour pouvoir bénéficier
des dividendes, il faut investir. C'est la règle du marché. Voilà, c'est la règle. Donc, si vous ne faites pas d'investissement, vous laissez les autres venir investir chez vous en disant simplement « nous sommes pauvres », c'est la porte ouverte à tout. Depuis 2019, le secteur industriel minier emploie officiellement 11 000 salariés. En ce qui concerne les exportations artisanales, les 350 placeurs répertoriés en 2019 sont exploités par 500 000 orpailleurs qui font vivre des millions de personnes. En 2016, le secteur minier emploie au total 450 000 mineurs, plus de 2 400 000 autres travailleurs. En 2018, le secteur représente 7% du PIB, 25% du budget de l'État et 75% des montants des exportations. Le secteur légal contribue à l'économie nationale par les impôts, les taxes, les redevances que les sociétés versent à l'État. Ces versements représentent ainsi 25% du budget. Le secteur minier est capital parce que ça fournit une part importante du produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB. Donc aujourd'hui, ça participe vraiment à la construction de ce PIB et à une hauteur qui est assez intéressante. Donc ça, c'est un premier point. Et le chiffre exact, je peux vous le donner après. Et il y a également le fait que c'est un secteur qui peut créer des emplois. Et dans ces emplois, il faut voir deux aspects. Le premier aspect, c'est les emplois créés par le secteur industriel de l'or. Je pense que c'est autour de 11 000 emplois créés. Et c'était en 2019, je crois. Bon. Et le deuxième aspect, c'est le sous-secteur traditionnel de l'exploitation traditionnelle de l'or, qui emploie à peu près 500 000 personnes. Et ces 500 000 personnes travaillent dans des placers. Et finalement, c'est des emplois pour eux aussi. Mais il y a une question à ce niveau. Il y a beaucoup qui partent dans ces placers avec l'idée que c'est l'Eldorado, qu'on va aller faire fortune, etc. Mais beaucoup sont dessus. Beaucoup sont dessus. Mais qu'est-ce qu'on regarde sur un certain nombre de jeunes qui y vont, et on regarde que les réussites. Les gens ne voient pas les échecs. Donc, c'est des questions aussi à traiter. C'est-à-dire, est-ce que ces 500 000 emplois sont de véritables emplois? Ça, c'est une question qui est importante parce que apparemment, il y en a qui reviennent avec des habitudes qui ne sont pas du tout enviables et enviées dans les régions d'origine. Il y a toutes ces questions qu'il faut voir. Bon, donc, en gros, pour revenir à l'importance du secteur, c'est un secteur qui participe beaucoup au PIB, qui participe à la création d'emplois et qui participe aux exportations. Parce que l'or est un des trois principaux produits exportés. Et je crois qu'il doit venir en deuxième position maintenant. Et donc, dans les recettes d'exportation, c'est un produit qui apporte beaucoup à l'État. Donc, en termes de rentrée, mais surtout en termes de devises, puisque c'est vendu à l'extérieur. Or, les stocks aurifères reçus seraient systématiquement supérieurs d'environ 25% aux quantités officiellement déclarées au Mali. Ainsi, en 2013, 50 tonnes sont reçues pour 40 déclarées.
En 2014, 60 tonnes sont reçues pour 45 déclarées. Dans la foulée, de nombreuses entreprises chinoises exploitent les cours d'eau de l'ouest du pays avec des techniques fortement mécanisées, sans permis et en laissant des terrains excavés totalement défoncés. La question de la transparence est capitale. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas cette question de la transparence, rien ne sera possible. Rien n'est possible dans l'opacité. Parce qu'il s'agit de gérer de l'argent. Il s'agit de gérer des sous. Il s'agit de gérer des revenus et souvent qui ont un caractère public. Donc ce qu'il faut absolument, c'est la transparence. C'est faire un suivi une traçabilité de tous les circuits empruntés par ça, pour que les gens voient où va cet argent, comment est-ce qu'il est investi, à qui profite-t-il. Parce que sans transparence, c'est les circuits de la corruption qui se développent tout autour. Et ça ne profitera pas à la population, ça ne profitera pas au pays. Donc la question de la transparence est une question essentielle et ça rejoint une question annexe parce qu'il faut savoir qui travaille aussi dans le secteur. C'est de la transparence aussi. La question du travail des enfants doit être une question posée. Donc la question de ce que les gens gagnent doit être une question posée. Mais tout ça, c'est des questions de transparence. Dans les économies modernes, le prix de l'or est fixé dans les bourses de valeur. Voilà, donc c'est dans les bourses et ça dépend de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a des demandeurs d'or et il y a des offreurs d'or. Et dans les bourses, les uns font leurs propositions, et les autres aussi répondent à ces propositions. Et en fonction de la demande et de l'offre, il s'établit un prix d'équilibre qui va être le cours du jour. Et donc, le prix de l'or est fixé par les marchés. La quasi-totalité de l'or est exportée vers Dubaï et plus généralement les Émirats arabes unis. Le marché de l'or est un marché mondial. Et donc, c'est dans les bourses, à Londres, à New York, et à Tokyo, et partout où il y a des marchés boursiers. Donc, et les marchés boursiers impactent les uns les autres aussi, quoi. Mais essentiellement, c'est à Londres que le cours de l'or est fixé. Bon, on en revient encore une fois à la question de la capacité. Parce que théoriquement, c'est un marché qui est supposé ne pas être dominé par un quelconque agent économique, qu'il soit vendeur ou qu'il soit acheteur. Et donc, parce que c'est un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, ce marché est supposé ne pas subir les influences d'aucun agent économique qui y intervient. Mais ça, c'est en théorie. Donc, dans la réalité, il y a des gens qui peuvent influencer le cours de l'or par les actions qu'ils font. Par exemple, s'ils veulent que le cours s'effondre, ils ont un comportement à faire. S'ils veulent qu'il y ait une hausse des cours de l'or, il y a un autre comportement à faire. Mais le marché, théoriquement, suppose que les agents économiques sont atomiques. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment petits pour qu'aucun d'eux n'ait une influence sur le marché. Mais en réalité, les grandes compagnies, souvent
peuvent influencer le marché, et si elles ne le peuvent pas seules, elles peuvent s'associer pour impacter le marché, ce qui n'est pas le cas des producteurs, etc., comme le Mali, etc. Donc, pour résumer la partie, théoriquement, le marché boursier est un marché libéral. Et chacun est supposé faire des offres, mais l'offre de personnes n'a de quantité suffisante pour balancer et pour contrebalancer le marché. Et c'est le même cas du côté de la demande. Mais la réalité n'est pas ça. Il y a des agents qui sont très puissants et qui faussent la concurrence. Voilà. Et donc, comme il y a des gens qui peuvent fausser la concurrence, ils le font toujours à leur faveur. Voilà. Par exemple, s'ils veulent acheter l'or à bas prix, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un comportement qui fait que les cours de l'or vont tomber parce que eux, ils retiennent leur demande. Il n'y a pas de demande. Quand ils diminuent la demande, ben, le producteur, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'un demandeur se présente pour lui donner au prix voulu par celui-ci. Voilà, donc il y a des mécanismes de déséquilibrage de l'offre et de la demande qui sont utilisés par les agents les plus puissants pour exploiter le marché à leur profit. En 2019, la production aurifère officielle annuelle s'élève à 65 tonnes. Il existe 14 entreprises exploitantes en 2021, dont les principales sont les mines anglaises, à l'image de Uminberg Resources, de Randgold Resources et Cora Gold. Les mines sud-africaines comme Anglo Gold, Ashanti. Les mines canadiennes, à l'image du Beauty Gold, Lam Gold et Endeavour Mining. Et enfin, les mines australiennes de Resolute Minijet. En 2020, la production officielle extraite dans 13 mines se maintient et croît même très légèrement avec 65,2 tonnes. En 2021, la production baisse légèrement de 63,4 tonnes, dont les 2 tiers sont assurés par 3 entreprises, Barrick et Beauty Gold venant du Canada et Resolute Minijet venant de l'Australie. La production artisanale est estimée à 6 tonnes en 2020 et 2021. Vous avez dans les groupes industriels dans l'or, vous avez les Canadiens qui sont Barrick et B2 Gold. Voilà, c'est les 2 principales sociétés, c'est les 2 premières par ordre d'importance. Donc il y a Barrick et puis il y a B2 Gold. Ou B2 Gold. Bon. Et ces 2 groupes sont suivis de l'Australien qui s'appelle Resolute. Voilà. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le nombre des sociétés. Ce qui est important, c'est que ces 3 sociétés représentent plus des 2 tiers de la production d'or industriel au Mali. C'est ça le plus important. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des groupes qui dominent et qui peuvent influencer lourdement l'exploitation de l'or au Mali. Plus des 2 tiers, c'est-à-dire plus de 70% pour 3 sociétés. Ainsi, la bourse fixe le prix de l'or en suivant les indicateurs relayés par les banques internationales adhérentes 2 fois par jour. Le cours du métal jaune exprimé en once d'or peut augmenter ou chuter en fonction des contextes. Ce faisant, la situation géopolitique joue sur le cours de l'or, ce qui a parfois des incidences sur le prix de l'or au Mali. En réalité, ce n'est pas exactement ce prix qui fait le prix de Bamako, mais ça l'influence. Voilà. Par exemple, si on sait que à l'international, le prix a augmenté,
c'est sûr que les vendeurs de Bamako suivent un peu ça. En tout cas, ceux qui s'intéressent au secteur, je suis sûr que tous les matins, en se levant, ils commencent à... Surtout qu'il y a les téléphones portables aujourd'hui qui permettent de se connecter rapidement pour voir le prix de l'once d'or à Londres. Le franc CFA est la monnaie commune aux États de la zone franc, fondée sur une volonté de garantir une plus grande stabilité monétaire et financière. La zone franc regroupe 14 pays d'Afrique occidentale et centrale ainsi que les Comores. Dans ces dispositifs, le franc CFA fait l'objet de beaucoup de controverses. Au regard de cette controverse, l'or peut-il garantir la création d'une nouvelle monnaie pour asseoir une souveraineté monétaire et économique? Moi, je sais que aujourd'hui, c'est une des questions qui fait débat aussi, puisque vu tout ce que le pays a subi comme sanctions, suite aux actions de nos partenaires immédiats de la CEDEAO et de l'UEMOA, bon, les gens se posent beaucoup de questions. Faut-il reprendre sa souveraineté monétaire en main? Je pense que c'est une question qui est intéressante et qui ne devrait même pas attendre les sanctions pour être posées. Et moi, par principe, je suis pour la souveraineté monétaire. Mais la souveraineté monétaire ne veut pas dire qu'on est pour une monnaie seule. Il y a une nuance. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que nous retrouvions la souveraineté monétaire, soit en tant qu'État, soit en tant que groupe d'États. Donc, avant tous ces problèmes, une des batailles que nous avons toujours menées, c'était dans le cadre de l'UEMOA, de la BCEAO, etc., c'était que l'entité retrouve la souveraineté monétaire et se déconnecte de l'influence du Trésor français. Donc, moi, je n'ai aucune gêne que la souveraineté soit pour un pays ou que ça soit pour un groupe de pays. Mais l'essentiel, et ça j'en suis convaincu, et tant que vous n'avez pas une banque centrale qui fasse une politique monétaire pour vous, soit en tant qu'État seul ou comme groupe d'États, vous ne connaîtrez pas la couleur du développement. On ne peut pas se priver de l'instrument qui est la politique monétaire. C'est un instrument indispensable pour le développement. Voilà, parce que c'est ce qui permet d'orienter des décisions monétaires qui seraient profitables à l'investissement, à la consommation, à la croissance, etc. C'est un instrument que vous devez avoir. De nos jours, l'exploitation de l'or se déroule principalement dans les grandes zones géographiques. L'immense majorité de l'or est extraite dans les régions de Caille, Koulikoro et Sikasso, à l'extrême sud-ouest dans le Sahel, près des frontières du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. En 2020, la région de Caille constitue de loin la zone la plus fructueuse avec 77% de la production nationale. On y trouve notamment les mines de Yatela, de Morila et de Sadiola. Les mines de Morila et de Sadiola représentaient à elles seules en 2015 les 4/5 de la production nationale. Ainsi prend fin ce magazine de l'économie dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur Mandé TV, le reflet du Mali.